Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Chantal Nguyen. Vous connaissez sans doute Coralie Château, vous l'avez retrouvée déjà sur des lives précédents. J'avais envie de l'inviter aujourd'hui pour parler sur le thème de une vie sans enfant, comment pouvoir trouver de l'apaisement, parce qu'il y a souvent la pression de la société qui nous dit oh, il faudrait avoir une famille. Mais là, j'avais envie de parler avec toi, Coralie, parce qu'il y a souvent des situations qui se sont présentées, des personnes qui sont venues à moi, que ce soit des personnes des membres de ma famille qui n'ont pas trouvé de partenaire, donc ils n'ont pas eu d'enfants, eu des problèmes de stérilité ou un parcours de FIV qui n'a pas abouti, ou des personnes justement qui avaient des enfants et qui malheureusement ont eu un accident et se retrouvent en deuil. Donc moi, j'avais envie qu'on parle de ce thème qui n'est pas forcément évident à aborder et que tu me témoignes de ce que tu as pu vivre et comment tu as pu trouver de l'apaisement dans tout ça. Alors, déjà, bonjour à tous et puis merci Chantal de m'avoir invitée. Et je suis contente de pouvoir témoigner parce que pour moi, ça a été une source d'interrogation plus qu'un problème. Mais disons que quand j'avais 18 ans, en fait, tous mes amis autour de moi, mes cousins, avaient tous pratiquement rencontré quelqu'un, ou entre 18 et 25, ils avaient rencontré la personne avec qui ils vivaient, la personne avec qui ils se mariaient. Et certains avaient déjà des enfants à cet âge-là. Et donc, moi, je me disais, en fait, depuis l'adolescence, je m'étais dit, j'aurais deux, trois enfants comme ma mère. Et pour moi, c'était ça l'évidence. Mais en fait, c'était plus par mimétisme, tu vois, par modélisation. C'est un truc je ne m'étais pas posé la question, c'était l'évidence. Et puis, c'est beaucoup plus tard que je me suis posé la question, mais quand j'avais 20 ans, la difficulté, c'était de voir tous mes amis qui vivaient autrement, qui étaient en couple, qui avaient soit un enfant, soit un projet d'avoir un enfant, qui construisaient des familles. Et moi, je voyais bien que j'étais complètement différente de ça parce que d'abord, je n'étais pas pressée et puis de toute façon, ma vie était autrement parce que quand j'ai eu 18 ans, juste après mon bac, je suis partie aux États-Unis pendant un an et cette année-là, j'ai pris 8 kilos en un an. Donc, quand je suis rentrée, j'étais complexée, non pas que j'étais énorme, mais j'étais complexée, j'étais pas bien dans ma peau et j'avais par moments des crises d'eczéma, tu vois, tellement ça me posait vraiment un problème, je savais pas comment faire parce que je faisais des régimes, mais dès que j'arrêtais, je reprenais et j'étais pas bien dans ma peau. Mais à côté de ça, je faisais des études qui me plaisaient, j'étais très épanouie avec mes amis, j'étais très heureuse de vivre à Paris. Enfin, tu vois, dans les autres domaines de ma vie, ça allait assez bien. Et puis, il y avait quand même ce tiraillement intérieur de savoir comment je pouvais faire parce que j'aspirais à faire les mêmes choses que mes amis sans m'être posé la question, c'est-à-dire sans me demander ou sans choisir en conscience, tu vois. C'était trop tôt pour moi, en fait. Je n'étais pas encore mûre pour me poser cette question-là. Donc, je voulais absolument rencontrer un homme, je voulais absolument avoir un enfant. Et puis, comme ma vie me plaisait à côté de ça, dans la mesure où j'étais partie aux États-Unis, j'avais appris l'anglais, je faisais des études qui me plaisaient. J'avais vraiment très, très envie de continuer à voyager, découvrir le monde, découvrir pourquoi d'un pays à l'autre, les gens ne vivent pas de la même façon, ils ne pensent pas pareil. Tu vois, la curiosité de tout ça, de toute cette diversité qu'il y a dans le monde, c'était vraiment une recherche humaine. Et donc, j'ai continué à voyager. Pendant mes études, je suis partie vivre à Londres. Après, je suis partie 6 mois à Madrid. Et puis, en fait, j'ai continué à travailler à Madrid. Je suis restée à Madrid 3 ans. Donc, je voyais bien que par rapport à mes amis, justement, ça m'apportait énormément de choses, quoi, de maturité, d'ouverture, de conscience de la vie, etc. Donc, ça, c'était extrêmement satisfaisant. Et donc, le tiraillement à l'intérieur, il grandissait parce que plus le temps passait, plus je me disais, la famille, je suis en train de passer à côté.
Et de l'autre côté, je voyais bien que ma priorité, c'était quand même de pouvoir voyager, d'être autonome, d'être indépendante, de pouvoir choisir où j'allais vivre, d'expérimenter différents boulots. Et puis de développer une carrière. Tu vois, à l'époque, j'avais une ambition un peu de carrière. Et donc, après, arrivé à l'âge de 27 ans, j'ai commencé à faire une thérapie parce que je ne m'en sortais pas de mes kilos. Et puis, je voyais bien qu'au niveau professionnel, en fait, à chaque fois que je changeais de boîte, au bout de 2 ans, j'en avais fait le tour et que ça allait me lasser très vite. Donc, j'ai cherché à faire une thérapie pour trouver quelle était ma mission de vie. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Donc là, on est en 1997. Et, et donc, à 30 ans, je rencontre un homme et lui avait déjà des enfants, il était divorcé. Et puis là, je me dis, waouh, c'est compliqué quand même les couples divorcés, s'occuper des enfants qui ne sont pas les tiens, etc. Donc, mon regard change. Ouais. Et puis, mon frère a un enfant sans être marié, la relation est difficile, tout est un peu compliqué. Bon, tu vois, dans l'identification à l'extérieur, ça commence à être compliqué. Mes amies, bah, elles ont des problèmes de garde parce qu'elles ont de l'ambition, elles ont des métiers, elles ne savent pas par qui faire garder leurs enfants, elles ne dorment plus la nuit. Bon, je me dis, est-ce que vraiment c'est ça dont tu as envie? Et c'est la première fois que je me pose la question, mais plutôt en mode Florence Foresti, tu vois. C'est la merde. Tout ce qu'on nous a vendu, c'est des conneries. En fait, c'est l'horreur et tout ça, quoi. Et donc, après, j'ai rencontré mon mari, j'avais 33, 34 ans. Et lui, il était plus vieux que moi, il avait déjà 2 enfants. Et là, il m'a posé la question. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je sens plus l'appel, l'évidence comme il y avait il y a 10 ans, quoi. Ouais. Et puis, ensemble, on a beaucoup voyagé, on a fait plein de choses. Et il m'a dit à un moment donné, tu sais, je veux bien avoir un enfant avec toi, si tu le veux, on a un enfant. Mais comme j'en ai déjà élevé 2, moi, ma priorité, c'est plus élever un enfant ni l'éducation. Donc, je le sentais déjà un peu en retrait. Ouais. Et puis après, avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas essentiel et que vraiment, ce qui m'importait, c'était de pouvoir bah, faire cette vie qui est différente des autres, mais dans laquelle je m'épanouissais complètement. Et puis la vie qu'on a eue en couple, elle était géniale parce que justement, on était 2 adultes et on était libres, on était autonomes et on vivait vraiment en accord avec nous-mêmes. Donc ça s'est effacé. Cette idée d'enfant. Et puis à l'âge de 30 ans, j'ai eu une autre conception de la pilule, enfin une autre vision de la pilule, et je me suis dit, mais il faut que j'arrête ce truc-là, ça dérègle complètement mon système hormonal, et si ça se trouve, c'est pour ça que j'arrive pas à perdre du poids. Et donc j'ai arrêté la pilule, et là, en fait, bah, j'ai commencé à perdre du poids. Et je dis ça parce qu'en fait, je suis jamais tombée enceinte, même sans la pilule. Bon, je faisais attention, mais je suis jamais tombée enceinte. Et si tu veux, après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est sans enfant, quoi. Parce que ça me convient comme ça et que la nature fait que je tombe pas enceinte. Donc, j'ai jamais fait de test d'infertilité, etc. Et je savais qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais c'est juste que j'ai laissé faire la nature. Mais j'étais quand même pas chaude dans la mesure où je savais que mon mari, lui, n'était pas trop pour et qu'il le faisait uniquement par amour. Mais si tu veux, je ne savais pas où on allait avec ça et donc ça me refroidissait un peu. Et donc, voilà comment se sont passées les choses. Et ça n'a pas été une source de manque, donc il n'y a pas eu vraiment besoin d'un apaisement. Mais le jour où j'ai dit, OK, ma vie, elle est bien comme ça, en fait, et ben, tout s'est, tu vois, ça s'est Un fluidifié. soulagement. Ouais, j'ai pu continuer à faire mes trucs parce qu'à côté de ça, donc à 30 ans, j'ai changé de vie professionnelle. J'avais déjà écrit un livre. Et non, pardon, c'est à 31 ans que j'ai écrit mon premier livre qui était un manuscrit.
J'ai changé de vie professionnelle, je suis devenue thérapeute, je suis devenue auto-entrepreneur, j'ai fait des rencontres et des découvertes incroyables, des expériences incroyables. Je suis partie avec le Club Méditerranée pour ouvrir justement des stages de développement personnel et de bien-être dans les villages. Enfin, tu vois, ça, si j'avais eu un enfant, ce n'était pas possible. Donc, je voyais bien que ma vie, elle était très bien comme elle était par ailleurs, tu vois, enfin, sans enfant. Et donc, quand j'ai dit, OK, je ne suis pas du tout obligée d'avoir des enfants, j'arrête de me poser la question et d'y penser, c'est comme si ça avait donné un coup de boost à ma créativité. C'est-à-dire, j'ai continué à écrire des livres, j'ai continué à voyager, j'ai continué à faire plein de choses que j'aurais eu plus de difficultés à faire avec une famille et des enfants surtout. Et du coup, dans tes consultations, je sais que tu fais des coachings. Est-ce que tu as des personnes qui viennent à toi pour aborder ce sujet ou pas du tout? Pas du tout. J'ai jamais eu quelqu'un qui venait me voir par rapport à ça parce que je pense que c'est une problématique que j'ai, entre guillemets, problématique que j'ai dépassée facilement. Ce n'était pas une vraie problématique dans ma vie. Et dans les gens qui viennent à moi en coaching, c'est toujours des gens qui ont les mêmes problématiques que moi, mais des problématiques vraiment qui font des blocages dans la vie, quoi, tu vois. C'est plus au niveau recherche de sa mission de vie, des périodes charnières de la vie où tu sais, es à la croisée des chemins, tu ne sais pas quelle route prendre. Et tu n'arrives pas à entendre à l'intérieur ce que ça dit, ou alors tu n'en es pas sûr, tu ne te fais pas confiance. Ça, moi, j'ai connu ça profondément. Et donc, j'attire des gens comme ça. Et comme j'ai cette expérience et que ça, je l'ai dépassé, et ben, du coup, je peux les accompagner. Tu vois, tout ça, ça se fait naturellement. C'est de l'énergie, c'est de la physique, mais j'attire toujours des gens qui ont des points communs avec mon parcours de vie qui sont juste incroyables, quoi. Des fois, il faudrait que j'enregistre et que je le publie parce que tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit aussi proche et qu'il y ait autant de points communs. C'est mon clone, c'est ma clone. Et du coup, les personnes qui justement me parlaient de ça, leur principale préoccupation, c'est, tu vois, quand je vais vieillir, que je serai voilà, plus Oui. âgée, qui c'est qui pourra voilà, être à côté si besoin. Comment toi, tu le vis, ça, justement? Eh ben, ça m'a pas trop traversé l'esprit dans la mesure où moi, en faisant mon parcours, mon chemin personnel, si tu veux, à un moment donné, je suis arrivée aussi à la question de quel est le projet sens de ma vie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ont projeté mes parents le jour où ils m'ont conçue, enfin dans les mois qui précédaient ma conception. Et donc, c'est ça le projet sens. C'est pourquoi tes parents ont voulu que tu sois là. Alors, si c'est par amour, ça va te simplifier la vie. Mais dans bien des cas, là, je pense à une personne dans mon entourage, à 30 et quelques, elle n'avait toujours pas d'enfant. Et puis, elle était bien comme ça. Et en fait, elle s'est posé cette question. Et comment ça va être dans l'avenir, etc., quand je serai vieille et tout. Et puis, elle a dit, bon, j'ai pas trop envie d'enfant, mais je veux pas avoir de regrets. Donc, le projet sens, c'est ça, tu vois, pas de regrets. Et ça, finalement, ça va manifester des problématiques parce que la vie, ton enfant va te tester au travers de ça toute ta vie. Alors, ça peut être après que tu es dans une relation conflictuelle avec ton enfant, ça peut être que tu es dans une relation fusionnelle. Tu vois, ça va déclencher des trucs que tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, si, parce que toi, ton intention de départ, c'était ça. Et je vois aussi, tu vois, dans les couples, comment on dit, les remariages, tu vois, divorce, remariage, les gens, pour prouver qu'ils s'aiment et qu'ils ont bien fait de divorcer et qu'ils ont bien fait de se remettre avec quelqu'un d'autre, ils veulent avoir un enfant. C'est un peu un truc de légitimité, tu vois, c'est montrer à ta famille, à tes amis qu'on est bien ensemble et qu'on a fait le bon choix. Et donc, c'est normal qu'on ait un enfant. Même si on en a déjà, même si c'est compliqué parce que les familles recomposées, c'est pas facile. Je l'ai connu aussi. C'est toujours délicat d'être un beau parent, d'être un beau fils, une belle fille.
Donc, c'est souvent des relations tendues. Il y a toujours le fantôme de l'ex qui est pas loin. Quand il y a des gardes partagées, ton ex connaît ta vie et vice-versa. Enfin, tu vois, ça crée plein de trucs, de jugements. Bon. Et donc, ces couples recomposés, beaucoup font des enfants. Vraiment, l'intention, c'est soyons légitimes, quoi. Et en fait, moi, je ne suis pas sûre que ce soit un bon projet sens. Après, il peut y avoir d'autres choses derrière. Il peut y avoir un amour sincère, tu vois. Donc, dans la balance, ça peut faire que les choses se passent bien, mais pour quelqu'un qui a une difficulté à avoir un enfant aujourd'hui ou qui a peur de ne pas pouvoir en avoir, moi, je dirais, observe ce que tu veux vraiment et ce que ton compagnon veut vraiment. Est-ce que vous êtes en accord là-dessus? Est-ce que vous vous rejoignez? Et est-ce que c'est bien dans l'amour que vous vous rejoignez? Maintenant, il y a plein de projets sens qui sont complètement tordus. Et on vit quand même, tu vois, parce que en fait, moi, je trouve que la vie, c'est une initiation, c'est-à-dire une initiation à découvrir qui je suis vraiment, et donc à dépasser mes limites tout au long de ma vie, dans les différentes difficultés que je vais traverser. C'est surtout dans l'adversité que ça se manifeste. Et avoir des enfants, c'est l'initiation, mais puissance 10. Parce que ça parle que de don de soi, ça parle d'amour, ça parle pour la vie, parce qu'un compagnon, tu te sépares, mais tes enfants, tu les as pour la vie. Et il y a 2 jours, je discutais avec un de mes amis dont les parents ont divorcé, et il a 50 ans, il est comme moi. Et donc, son père est parti avec sa secrétaire, mais il y a 20 ans. Et il a eu 2 autres enfants. Et aujourd'hui, il est dans une haine de son père parce que, par loyauté vis-à-vis de sa mère avec qui il a été vivre au moment du divorce, il a dit « mon père, c'est un pourri ». Et puis, il entretient ça malgré lui. Mais tu peux pas, moi je dis que tu peux pas vivre dans la haine père-mère, pardon, de ton père, ou oui, de ton père ou de ta mère, c'est pas possible parce que tu te pourris la vie comme ça. Donc en fait, pour lui, ce serait de faire un chemin de réconciliation parce qu'en fait, il se fait du mal à lui. Ça joue forcément dans la relation avec ses enfants, puisqu'il a 2 fils aujourd'hui, donc comme son père et sa mère. Et voilà, quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard. Et je pense qu'un jour, il devra passer par là parce que sinon, ça risque de mal se passer pour lui avec ses enfants quand ils seront adultes. C'est même évident, c'est une histoire d'énergie, tu vois, tout ce qu'on n'a pas réglé, la vie nous le resserre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je pense que c'est moi aujourd'hui, si j'avais 20 ans et que je pouvais le voir comme ça, je prendrais conscience que la vie est une initiation et qu'avoir des enfants, c'est un engagement très fort parce que ça va me faire une initiation qui va être amplifiée à son maximum parce que j'aurais plus d'autre choix que d'aimer en fait. Donc à la fois c'est génial et en même temps c'est super exigeant. Ça, c'est sûr. Et donc, voilà, quoi, quand on le voit comme ça simplifie les choses. Comme tu dis, ça apaise. Et puis, par rapport à toutes les femmes parce que j'en connais aussi, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Elles sont en couple, mais elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, parcours de FIV, moi, je considère que si on ne tombe pas enceinte, c'est qu'on est soit c'est pas le moment, soit on n'est pas avec la bonne personne, soit on est avec la bonne personne, mais on se pose beaucoup de questions et il y a quand même des peurs qui sont là. Soit il y a un passé qui a été compliqué pour les parents ou pour une grand-tante ou pour une arrière-grand-mère. Enfin, tu vois, il y a eu à un moment donné soit une fausse couche, soit une difficulté, un abus sexuel. Enfin, tu vois, il y a un truc qui fait que dans mon inconscient, ça bloque. Ça m'empêche que la nature réalise ce qui me tient vraiment à cœur, quoi. Si ça me tient vraiment à cœur. Parce qu'il y a quand même encore une illusion de « je suis une femme ». Donc, la finalité d'une femme, puisqu'il n'y a que nous qui puissions avoir des enfants, c'est d'avoir des enfants. Je serai une femme, je serai réalisée
quand j'aurai un enfant. Mais pour moi, ça n'a jamais été comme ça. Tu vois, j'ai des amis qui m'ont dit, en fait, pour me sentir exister, j'ai besoin d'être mère. Et certainement que c'était vrai pour elle, c'était sa réalité. Mais moi, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Jamais ressenti ce truc-là. Et je pense aussi que c'est pas moi qui suis illuminée, hyper consciente et tout ça. C'est juste que je me suis rendu compte après, bien des années après, que ma mère adore les enfants, mais qu'elle n'est pas maternelle au sens, c'est quelqu'un qui va être très attentionné, qui va te faire des cadeaux, qui va être, mais c'est pas quelqu'un de présent ou de maternel. Et donc, j'ai pas pu m'identifier à une femme qui se sent exister parce qu'elle a des enfants. En fait, ma mère, elle avait 2 enfants quand elle avait 21, 22 ans. Et elle a toujours pensé que c'était beaucoup trop tôt dans sa vie, qu'elle a été privée de sa jeunesse. Et elle avait que de l'ambition professionnelle. C'était ça. Donc, ses enfants, ils étaient là, elle était contente. Mais en fait, c'était plus un poids par rapport à son projet de vie, de réalisation au travers de son activité, etc. Donc, comme j'ai eu ce modèle, mais que ce n'était pas conscient, moi je te dis ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Enfin, je savais, j'avais des informations, mais j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que j'avais été programmée de cette manière-là. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une amie, quand je faisais mes études, c'est la dernière qui s'est mariée et elle a rencontré quelqu'un avec qui ils sont partis vivre à l'étranger. Ils sont partis vivre à Hong Kong. Bah, je me disais, c'est génial. Non seulement elle peut voyager, découvrir le monde, en même temps, elle a des enfants, elle construit une famille. Tu vois, j'aurais pu faire ce choix-là. Mais le fait que ma mère soit telle qu'elle est, dans mon inconscient, il ne m'a pas dit tu peux avoir une famille, tu peux avoir des enfants et tu peux vivre à l'étranger. Mon inconscient, il m'a dit c'est ou l'un ou l'autre. Donc, je me suis organisée inconsciemment pour que ce soit ou l'un ou l'autre. Et peut-être que j'ai pris ces 8 kilos pour avoir des complexes, pour apprendre à connaître mon corps et pour ne pas tomber enceinte tout de suite, quoi, tu vois. Ouais. Peut-être. Mais Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire oui. qu'on est tous programmés par nos parents, même si on ne connaît pas leur histoire, même si on ne connaît pas leurs intentions, c'est ça qui nous dirige. C'est ça qui nous dirige et qui nous dirige pour le meilleur ou pour le pire. Si on a des difficultés, on va dire c'est pour le pire, mais moi, aujourd'hui, donc 30 ans après, je dis c'était pour le meilleur. Mais à l'époque, je t'aurais jamais dit ça. Je t'aurais dit Chantal, j'en ai marre, j'ai pas de mec, j'aurai jamais d'enfant. Tu vois? Ouais, ben, c'est beaucoup d'amis qui me disent ça en ce moment-là. J'ai pas trouvé de personne, comment je fais, je me sens mal. Et oui, il faut passer cette étape et laisser faire les choses, la vie en fait. Ouais, ouais, C'est pas évident quand tu as les deux pieds ouais. dedans. Mais après, voilà, quand il y a un enfant qui doit se présenter, ça se fait naturellement en fait. Ou quand il doit venir à telle date, à ce moment-là, si tu essayes différents parcours de FIV, mais que l'enfant a décidé de se présenter à une période donnée, tu vois, et il ne va pas venir avant. Ouais. Et il y en a beaucoup aussi qui ont des problèmes d'endométriose. C'est surtout être enfin, le cul entre les deux chaises, à pas savoir si est-ce que tu veux ou tu veux pas, et est-ce que je le fais dans ce monde actuel-là maintenant, en fait. C'est Mais surtout... moi, j'ai un kyste d'origine endométriose, mais je suis au stade 1 ou 2, donc j'ai jamais souffert vraiment, ouais. ou alors très, très ponctuellement. Et en fait, la gynécologue, elle m'a expliqué que c'était souvent des femmes avec une éducation, enfin, tu vois, qu'on fait des études, des femmes qui sont très dans le mental, qui se posent beaucoup de questions, qui se remettent en question. Et ce serait une des causes de l'endométriose. C'est-à-dire que inconsciemment, tu te fabriques une problématique qui peut te rendre stérile, mais surtout qui te fait souffrir dans ta condition de femme parce que ça touche directement les ovaires. Et qui t'indique en fait que y a
il y a quelque chose à découvrir avant d'avoir des enfants. C'est-à-dire, règle ton problème de féminité, règle ton problème de découvrir qui tu es avant d'avoir des enfants. Ça viendra après. Et moi, toutes celles qui font des FIV aujourd'hui, je leur dis, mais faites une thérapie, apprenez à vous connaître, allez faire des stages, découvrez ce qu'est la spiritualité, plutôt que de vous déglinguer la santé à faire des FIV. Parce que les FIV, là, les piqûres d'hormones, des médecins qui te charcutent dans tous les sens, enfin, tous les 4 matins et tout, quelle relation tu as avec ta sexualité après? Avec toi-même, tu vois, avec ton féminin. Et puis, au niveau hormonal, le système hormonal, c'est celui qui dirige tous les autres. Il est en haut, tu vois, ça correspond au 7e chakra, il est relié au 7e chakra. Donc, quand tu commences à désordonner le système hormonal en prenant la pilule ou en faisant des FIV, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est tout le reste qui part en vrille. Je ne devrais pas dire ça parce que ça va créer des problèmes, mais moi, je le vois comme ça. Donc, je l'ai vécu parce que j'ai fait 10-15 ans avec la pilule et sans. Donc, je peux dire la différence. Et quand je vois toutes ces femmes jeunes là, qui se prennent des grosses doses d'hormones, qui prennent la pilule, qui l'arrêtent, qui la reprennent et tout, je comprends qu'elle soit complètement paumée parce que ça touche après ton système nerveux, ton système sanguin, c'est tout, quoi. Et puis, comment te connecter à ton intuition, à écouter à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit quand tu as toutes ces influences-là dans ton corps. Et souvent, il y en a qui au bout d'un moment, abandonnent. Et elles abandonnent l'idée, elles en ont marre. Et puis, c'est un an après ou quelques mois après que voilà, tout arrive naturellement. Exactement. Et c'est fou, quoi. Quand tu es très centré sur le sujet, bah, c'est difficile de lâcher prise sur l'idée. Mais c'est vraiment quand tu arrives à un max où tu en as marre, c'est bon, tu ne veux plus en entendre parler que ça apparaît, en fait, que ça ouvre au niveau énergétique et que ça se fait tout seul. Ouais. Et en fait, comme on est dans une société où on pense qu'on peut tout dominer avec la science, avec notre mental, je veux un truc, donc je le fais, on oublie que la nature, elle fait très bien les choses toute seule. Donc, l'opportunité de pouvoir faire un parcours de FIV aujourd'hui, en fait, pour beaucoup de femmes, ça leur permet de toucher le fond. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, 2 ans, elles en ont tellement ras-le-bol d'aller chez le médecin, de faire que c'est là où, tu vois, elles disent, bon, bah ok, maintenant, j'arrête et je laisse faire les choses. Ou alors, entre-temps, elles ont fait une thérapie et du coup, ça va mieux. Donc, ce n'est pas inutile dans le sens où c'est un peu une souffrance qu'on s'inflige pour pouvoir arriver au stade où on est capable de dire, ok, là, j'arrête. Là, j'arrête. J'accepte de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas en avoir tout de suite, mais j'arrête. Je me fous la paix et je laisse faire la nature. Et aussi, dans les parcours FIV, je vois des couples qui se séparent. Ouais. Je disais, une des causes, ça peut être, je ne suis pas avec la bonne personne. Ouais, mais c'est souvent ça, hein, qu'ils ne sont pas avec la bonne personne et une fois qu'ils ont retrouvé une autre personne, ben, ça se fait directement. C'est ça. Et c'est surtout ouvrir les yeux sur ça, quoi. C'est pas forcément évident. Hein. Ouais. Et donc, comment en prendre conscience autrement qu'en passant par ce parcours-là, pour moi, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, de se poser les bonnes questions, de trouver un thérapeute qui me correspond, qui va être capable de m'accompagner vraiment là-dedans, et puis de m'apaiser, de faire toutes les pratiques et les disciplines possibles qui vont pouvoir m'aider à trouver un apaisement, comme la méditation, comme le yoga, comme aller dans la nature, comme prendre du temps pour moi, tu vois, tout ça. En fait, ça permet de réduire le stress, le fonctionnement du mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et à partir de là, je vais pouvoir être plus réceptive à mes vrais besoins et aux solutions qui sont là pour moi. Parce que moi, si quelqu'un vient me voir pour ça, je ne vais pas lui trouver les solutions, je vais l'aider à trouver les solutions. C'est différent. Parce que moi, les solutions, je ne les connais pas. Elles sont que dans l'autre.
Donc, en fait, moi, je calme le niveau pour que la personne puisse être réceptive à sa propre intuition, à sa propre guidance intérieure. Et au passage, on va trouver des croyances limitantes, c'est sûr, et des programmations et des illusions. Comme par exemple, moi, ma génération, enfin toi aussi sûrement, j'ai été élevée avec la télé. J'ai vu tous les dessins animés de Walt Disney. La Belle au bois dormant, Cendrillon, Le Prince Charmant, enfin tout le truc. Donc moi, quand j'étais petite, j'ai interprété que quelque part dans ce monde, il y a le Prince Charmant et que je dois le rencontrer et que on va se marier, on va avoir beaucoup d'enfants. Tu vois, mais j'ai été élevée avec ça. Donc, moi, je ne m'en suis jamais rendu compte que j'avais cette programmation-là. Mais c'est une programmation. Moi, au fond de moi, mon âme, aujourd'hui, je te le dis, elle ne voulait pas avoir d'enfant. Oui. Ça, j'en suis certaine. Mais aujourd'hui, tu as d'autres dessins animés comme La Reine des Neiges, Libérée, délivrée, la femme autonome, tu vois, qui est capable de s'épanouir à côté d'un homme, mais pas grâce ou tu vois, à un homme. Et ben ça va faire des générations qui seront différentes, c'est sûr. Oui, on le voit de plus en plus, hein, de toute façon. Et ben donc, ce qui va se passer dans un coaching ou dans une thérapie, c'est que je vais aider cette femme à découvrir quelles sont ses programmations au niveau collectif, culturel, sociétal, au niveau de sa famille, et quelles sont ses croyances limitantes par rapport au fait d'avoir un enfant, de l'élever, etc. Quelles sont ses peurs, enfin, il y a plein de trucs qui se cachent derrière. Mais c'est difficile de s'en rendre compte par soi-même. Parce que, comme tu le disais, quand on est dans le... Il y en a qu'on l'appelle, comme on dit, à l'intérieur, et puis elles n'y arrivent pas, elles n'y arrivent pas, elles n'y arrivent pas. Après, ça devient un cercle vicieux, parce que moins tu y arrives, plus tu y penses, plus t'en souffres. Et voilà, quoi. C'est ça. Bah, écoute, merci Coralie pour tout cet éclairage sur ce sujet. Là, maintenant, j'avais envie de parler avec toi des relations de miroirs. Il y a les miroirs où ça peut être direct et les miroirs où ça peut être inversé. Je veux savoir ce que toi, ce que tu peux apporter sur ce sujet-là. Alors, pour moi, un miroir, c'est le fait que tout à l'heure, je parlais de croyances limitantes, de programmation inconsciente, puisque on se construit, notre vie, elle se construit par rapport à la vie de nos parents, par rapport à leurs propres choix, leurs propres valeurs, leurs propres croyances soutenantes ou limitantes, mais on ne le sait pas. Il y a un petit écho. Est-ce que tu peux baisser? Voilà. Ouais. Et donc, voilà. Bon. Le miroir, en fait, il sert dans la mesure où à chaque fois que j'ai une croyance limitante, un conditionnement, etc., je vais être face à un frein dans ma vie, à un blocage, un truc que j'arrive pas à faire, comme avoir un enfant, ou je vais être dans une situation, un conflit relationnel. Je vais vivre quelque chose qui va me faire souffrir. À chaque fois que je suis là-dedans, un blocage ou une souffrance quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a une croyance limitante derrière. Il y a besoin de prendre du recul pour changer de perspective et voir la situation autrement. Et un synonyme de ça, c'est apprendre à me connaître, quoi. Et donc, quand j'ai un conditionnement, par exemple, je parlais de la conscience de ma mère, de la maternité, d'avoir des enfants, le fait qu'en fait, elle, je ne pense pas qu'elle en voulait vraiment, ce n'était pas sa priorité. Et donc, moi, j'ai fait l'éponge par rapport à ça, je me suis imprégnée de ça. Et donc, je rencontrais personne et il n'y avait pas une question de famille dans ma vie jusqu'à mes 33 ans parce que j'ai adhéré à ce truc-là, ce programme-là. En fait, il me convenait, mais au début, je ne le savais pas, donc j'en souffrais. Et quel est le seul moyen de pouvoir découvrir ça? C'est d'avoir un miroir parce que c'est quelque chose qui est en moi, qui est inconscient, comme le nez au milieu de ma figure. Je sais qu'il est là, mon nez, mais je ne le vois pas. Donc, le seul moyen de le voir, c'est le miroir. Et le miroir, c'est toutes les problématiques que je rencontre dans ma vie, en fait. Parce qu'elle m'oblige à me regarder en face, à aller à l'intérieur. Parce que l'autre solution, comme je te disais, c'est de descendre en soi
pour avoir la réponse. Parce qu'à l'intérieur de moi, ma conscience intérieure, elle englobe à la fois mon inconscient et ma vision, ma conscience que j'appelle moi ordinaire, c'est-à-dire la conscience qui me vient par rapport à mon éducation, à mes expériences, par rapport à mes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, donc tout ça. C'est en fait la conscience ordinaire, elle vient par tout ce qui est amené par l'extérieur. Mais ce qui est amené par l'extérieur, c'est toujours limité, c'est jamais complet. C'est toujours que les apparences, c'est superficiel, si tu veux. Et en fait, mon mari disait souvent, mes yeux m'empêchent de voir. Mais c'est ça, c'est que les apparences, elles nous aveuglent. Et on ne se rend pas compte qu'on vit par rapport à ce qu'on capte de l'extérieur. Comment vit ma copine, elle est dans un couple, comment vit mon ami qui est parti vivre à l'étranger, qui s'éclate, tu vois, on capte que ça, mais on ne va pas à l'intérieur chercher, mais moi, de quoi j'ai envie, quoi, qui je suis, et qu'est-ce qui me fait vibrer moi, qu'est-ce que j'aime faire, de quoi j'ai vraiment envie au plus profond de moi. Et donc, pour moi, un miroir, c'est une difficulté dans ma vie, quelque chose que je n'arrive pas à réaliser et quelque chose qui me fait souffrir. Donc, ça peut être quelque chose dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, relationnel, etc. Et puis, quand tu parles de miroir inversé, moi, ça me fait penser au couple, c'est-à-dire que j'attire près de moi quelqu'un qui va être mon alter ego, c'est-à-dire moi inversé. C'est mon complément, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'il va être différent de moi, mais il y a plein d'endroits où on se rejoint, ce qui fait que lui va me faire miroir dans chacune de nos relations, de nos conversations, des activités qu'on fait ensemble. En fait, on se fait miroir. Et quand l'autre, il m'énerve, par exemple, c'est que j'ai une croyance limitante ou j'ai une vision erronée des choses que je n'arrive pas à voir. Alors, je critique l'autre, je le juge, ça m'insupporte, tu vois. Donc, le couple, c'est aussi quelque chose d'initiatique. C'est comme le fait d'avoir des enfants ou d'être en vie. Parce que comme je n'ai pas envie de me pourrir la vie, à chaque fois que je suis en souffrance, je vais chercher à pouvoir aller au-delà, à voir ce qui se passe et à dépasser le truc, c'est à lâcher prise. L'autre, il a le droit d'être tel qu'il est. Et puis moi, je peux reconnaître que je suis très chiante, que je suis maniaque, ou tu vois, tout ce qui m'énerve chez l'autre. À ce moment-là, quand je lâche prise et que je le laisse être comme il est, bah, moi, je me fous la paix aussi. Et du coup, tout s'apaise. Tu vois? Et donc, moi, miroir inversé, ça me fait penser à ça. Parce que quel que soit le couple dans lequel on est, qu'on forme, la personne avec qui tu vis, c'est un miroir inversé. Mais bon, il y a peut-être d'autres notions de miroir inversé là, qui me viennent pas, mais moi, là, dans l'instant, ça me fait penser à ça. D'accord. Ben là, merci en tout cas hein, pour tout ça. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans tout ce que tu as pu dire dès le début. C'est la notion de faire le tour de son travail presque tous les 2 ans. C'est ce que j'ai pas mal fait aussi, des fois voire tous les ans. Donc, et même changer de lieu de vie tous les ans. Ça s'est calmé depuis ces dernières années, mais je voulais savoir comment toi comment tu l'expérimentes, est-ce que ça continue avec ce que tu vis maintenant? Est-ce que là, par exemple, tu fais les coachings, tu écris des livres, est-ce que tu te dis, mais je vais totalement changer, je vais peut-être aller sur autre chose, peut-être dans un an, ou comment ça se passe pour toi? C'est Parce que sûr. moi, c'est ce que je vis là. Ouais. Bah, si tu veux, moi, par rapport à ce que je te disais des programmations tout à l'heure, j'ai été élevée par des parents qui ils ont déménagé au moins 3 fois avant qu'ils divorcent. Et après le divorce, j'ai fait que de déménager avec ma mère. Donc déjà, j'ai une éducation de tiens pas en place. Ça, c'est ma programmation de départ. C'est que dès que je me fixe à un endroit, je flippe, quoi. Je suis en insécurité, moi. Je ne suis pas dans un truc
je me pose et tout. Non, moi, il faut que je découvre le monde, il faut que je me régénère, faut que j'apprenne, que je rencontre, tu vois, c'est ça. Donc, ça, à la fois, c'est un inconvénient parce que c'est une programmation dont j'ai un peu souffert, mais qui m'a aussi beaucoup nourrie. Et surtout, ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est qu'une fois que j'étais à l'âge adulte, en fait, euh, j'ai beaucoup été jugée, je suis instable, puisque forcément, j'ai envie de changer tout le temps, j'ai besoin de changer de lieu de vie. Même si je décide de rester vivre en France, tu vois, je ne reste pas au même endroit très, très longtemps. Et donc, ce qui m'a été le plus difficile, ça a été d'être différente des autres et d'entendre les jugements. Elle est instable, ouais, mais elle est marginale, de toute façon, elle est utopiste. Enfin, tu vois, tout ça, je le vivais très mal parce que je ne m'assumais pas du tout, du tout. Et puis, j'étais vraiment différente de la norme et de mes amis, quoi, de tous ceux qui m'entouraient. Et aujourd'hui, je te dis que non, que tu as une flopée, là, toute une génération de gens qui sont comme ça. Regarde ce qu'on appelle les nomades digitales. Oui. C'est des gens qui ont besoin de parcourir le monde parce que c'est comme ça qu'ils vont chercher l'inspiration dans les modes de vie, dans les rencontres, dans cette diversité qu'offre le monde, tu vois, les pays, les cultures, tout ça. Et donc ça nous nourrit de l'intérieur. Et au niveau professionnel, en toute humilité, je pense qu'on ressent qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans le fait d'être salarié. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui profite de ta jeunesse, de ton énergie. Tu sors, tu viens de faire tes études, donc tu es tout frais, tu amènes plein de nouvelles idées et tout. Tu développes bien la boîte, ton poste, etc. Mais au bout d'un moment, tu ne t'y retrouves pas. Parce que même si tu as un salaire, même si tu as une petite prime de temps en temps, tu vois bien que ça ne va pas, quoi. Parce qu'on est on appelle ça aussi les créatifs culturels, les surefficients, les zèbres, les HPI, avec plein de symptômes qui sont jugés par la société aussi, parce qu'il y a plein de formes d'autisme aussi là-dedans. Virginie Tanguay, avec qui on a fait des vidéos toutes les deux, elle a été diagnostiquée Asperger, très légère, mais ça ne se voit pas du tout, mais elle sait qu'elle l'est. Certaines personnes qui sont bipolaires, avant on appelait ça maniaco-dépressif, maintenant bipolaire, ouf, ça va mieux. Mais en fait, c'est que juste tu ne fonctionnes pas comme les autres parce que tu n'es pas paramétré pareil. Et tu es la génération, moi je sais que je fais partie de la génération des indigos. Maintenant, tu vois, il y a toute cette catégorie de gens qui font que c'est par notre conscience et notre façon de vivre qu'on est en train de transformer le monde. Et je le dis en toute humilité, ce n'est pas une révolution, c'est comme ça. Aux États-Unis, il y a des études, il y a 35 à 37% de la population qui est comme ça. Et donc, c'est la révolution, ouais, c'est sûr. Parce que, en fait, on amène ça pour changer le monde en profondeur. Et pour moi, la norme, c'est de ne pas tenir en place, c'est de vivre ma vie au maximum, de faire le plus d'expériences possible, parce que je m'enrichis de ça. Et que je vois bien que partout où je passe, j'enrichis aussi mon entourage au travers des gens avec qui je suis en relation, de ce que je fais. Et voilà, quoi, c'est tout. Et nous, on est là pour inventer des nouveaux modes de vie. Tu vois, on disait les nomades, digital nomades, bah, c'est des gens qui sont en train d'inventer des nouveaux modes de vie. Il paraît qu'il y a des gens qui font des lieux de vie comme ça, le co-living, le coworking et tout ça, ça existe déjà, hein, ça y est, c'est pas un truc tout neuf là. Et donc, ça va se développer parce que c'est là-dedans que les jeunes, ta génération, certains de ma génération s'épanouissent vraiment et qu'ils transforment le monde parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus besoin de vivre comme avant, d'être dans des systèmes établis qui ne bougent plus et qu'on a besoin de ce mouvement permanent pour pouvoir vivre les choses autrement et surtout découvrir nos vrais besoins. Quand je pars voyager, je pars en Asie du Sud-Est pendant 1 mois, 3 mois,
Et ben, quand je reviens, je sais mieux de quoi j'ai envie, je sais mieux qui je suis. Mm. Ça m'a donné des idées. J'ai écrit un bouquin ou j'ai créé un truc. J'ai fait une activité avec d'autres gens, des Australiens, des Suédois que j'ai rencontrés là-bas. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Oui, ça te donne de l'inspiration pour Et créer. ouais, ouais. Donc ça, en fait, le fait de vivre comme ça inspire d'autres gens et permet d'inventer des nouveaux modes de vie. Et puisqu'on parle du couple, des enfants, tu vas voir que c'est plus la norme. C'est plus la norme, c'est fini. C'est-à-dire que euh, toute une génération qui a cru qu'elle pouvait exister seulement en étant mère, c'est terminé parce que Mm. c'était valable pour mes grands-mères. Mais mes grands-mères, elles ont travaillé, elles se sont rendues compte que c'était difficile d'élever ses enfants et de travailler. Mm. Ma mère, elle a travaillé à fond, elle a eu des enfants, mais la génération qui vient, elle se rend compte que à la fois elle a envie d'élever des enfants, mais qu'elle n'a pas envie d'être figée ni dans un travail, ni dans un lieu de vie particulier, ni forcément dans une vie de couple classique, c'est-à-dire on vit ensemble, il y a des beaux moments, il y a des moments difficiles. Non. Peut-être que maintenant, on va vivre chacun chez soi ou qu'il y en a un qui voyage. Ça aussi, ça existe déjà, hein. C'est plus des Ouais. couples bien établis où personne ne bouge, métro, boulot, dodo. Tout ça, c'est terminé. Mm. Parce qu'on est autrement. Je te dis, on n'est pas paramétré pareil. Et il y a une femme qui s'appelle Christelle Petit-Colin qui a écrit plusieurs livres qui s'appelle Je pense trop, je pense mieux. Enfin, allez voir ce qu'elle a écrit. Parce que là-dedans, c'est pas un livre sur le mental et le fait de trop penser seulement. C'est un livre sur un profil de gens qui sont différents et qui sont pas une minorité. Mm. Et qui ont des qualités, des aptitudes et une façon d'être qui est différente et qui enrichit, qui nourrit la transformation dans laquelle on vit. Donc, il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons d'être en couple, il y a d'autres façons de créer une famille, il y a d'autres façons d'avoir des enfants, et c'est à vous de l'inventer en fonction de ce qui vous anime au plus profond de vous, quoi. Mm. Et je suppose que toi, qu'est-ce que tu dirais qui te nourrit dans ta façon de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir envie de bouger, d'avoir besoin de bouger? Ça t'apporte Bah, quoi et... c'est des connaissances déjà, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois. C'est très connecté aussi au chiffre 5. On a besoin de renouveau, de reconnexion et de parcourir peut-être d'autres aspects de nous-mêmes qu'on ne voit pas forcément. Tu vois, en rencontrant des personnes qui ne sont pas qui nous sommes, ça nous permet de pouvoir allier toutes ces émotions ensemble et de se mélanger en fait, de faire un melting pot avec tout le monde. Pas forcément d'aller se catégoriser juste sur un travail, sur un lieu de vie, sur telle relation. Et c'est de pouvoir englober tout ça comme une part de nous sur chaque personne en fait. C'est ça, c'est ça. Et pour moi, de toute façon, la stabilité, elle demeure dans le changement. Donc, Ouais. rester figé sur une chose, moi, je sais que au bout d'un moment, enfin, j'ai été souvent très caméléon, donc à faire différents métiers, mais parce que la vie me guidait sur ces endroits-là, pour peut-être aider une personne qui avait juste besoin d'un titre d'un livre. Euh, et, et de pouvoir apprendre différents... parce que des fois, tu penses que tu vas aimer telle ou telle chose, mais sauf que tant que tu l'as pas vécu, enfin, moi, je savais pas que j'allais aimer faire des interviews, tu vois. Ça s'est présenté... tu m'aurais dit de faire ça il y a 5 ans, mais j'aurais dit, mais pas du tout, quoi. Donc ça s'est présenté tout seul. Et là, c'est en expérimentant, en connaissant d'autres personnes qui faisaient des interviews, que j'ai pu me dire, ah bah si j'essayais moi aussi, même si j'ai pas de, voilà, enfin professionnellement, il y a aucune expérience, mais du coup, l'inspiration me venait directement. Les personnes sont choisies.
je ne les choisis pas, ça me donne le nom de la personne et le titre de la vidéo. Et puis après, les questions arrivent peut-être la veille de l'interview ou quelques semaines, quelques jours avant. Et c'est comme ça. Enfin, du coup, c'est comme ça que j'ai appris à me dire, mais si ça ne s'était pas présenté, si je n'avais pas rencontré cette personne, je n'aurais peut-être pas pu me lancer dans ça. Et finalement, je découvre que c'est quelque chose que j'aime bien faire, comme pour les coachings, comme pour les massages. Il y a un moment donné, tu as envie de faire ça à fond, et puis après, tu en as marre, et Ouais. après, tu passes sur autre chose. Et là, j'ai supprimé la moitié de mes services, et là, je sais que je vais avancer sur d'autres choses. Donc, ça se trouve complètement différent. Mm, mm, mm. Tu te laisses porter par la vie au final. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours juste. Mais il peut y avoir des moments de passage à vide, quoi, Oui. parce que c'est des cycles, en fait. Et quand tu arrives en bas d'un cycle qui se termine avant de recommencer un autre, tu as besoin d'avoir un espace de blanc où il n'y a rien. Oui. Tu as besoin de Mm. faire une pause pour Une pause, pouvoir oui. ensuite, c'est comme les saisons, tu vois, l'hiver, c'est la pause, c'est Oui. l'introspection, c'est l'hibernation. Et en fait, chaque cycle dans notre vie, il est comme ça. Ah oui. Et on ne peut pas savoir, tu vois, toi, tu acceptes l'idée, parce que tu es comme ça, que tu puisses ne pas savoir ce que tu vas faire dans 6 mois et que tu te laisses porter par la vie. Mais moi, quand j'avais 20 ans, c'était juste impossible parce que Mm. la croyance collective, c'était tu as fait des études, tu travailles dans ton métier, tu changes pas de boîte et tu restes et tu montes en grade, etc. C'est point barre, ça s'arrêtait là. Mm. Et moi, j'ai jamais été comme ça en fait. Mm. Mais ce qui a changé, par contre, tu vois, moi, j'avais énormément besoin de voyager pour rencontrer, pour m'inspirer, pour tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est différent, c'est qu'il y a Internet. Toi, tu as Clermont, moi, je suis à Antibes, on n'a pas bougé de chez nous. Mm. Et on se rencontre, on échange des choses, il y a des trucs qui passent. Et puis, je pense que au niveau du voyage, quand les confinements, le premier confinement est arrivé, moi, j'étais à Bali. J'ai Mm. failli pas revenir d'ailleurs, enfin, parce que j'étais bloquée là-bas. Et là, quand j'y étais, je me suis dit, c'est peut-être mon dernier grand voyage. Ça va tout changer et on ne pourra plus voyager de la même façon. Mm. Et à l'époque, j'étais déjà consciente que prendre l'avion, ça pollue, etc. Mais là, maintenant, euh, je n'ai même pas l'idée de prendre un vol long courrier, quoi. Ouais. Et avec ce qui se passe entre la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le fait que là, on est au mois de juillet, ça brûle partout en Europe, les Mm. incendies, etc., la chaleur, tout ça, ça nous invite en fait à rester chez nous, mais à vivre ouvert sur le monde grâce aux outils qui sont à notre disposition maintenant. On n'a plus besoin de faire 3 fois le tour de la planète pour apprendre à se connaître, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, on n'a jamais eu besoin de ça parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Mais moi, je suis de cette génération où on a tous envie de voyager, de découvrir le monde. Le voyage, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est la récompense, c'est le truc qui te change les idées et tout. Ça, à mon avis, là, ça se termine. C'est-à-dire que Ouais. soit on voyage autrement, sans polluer, donc plus d'avions, enfin en tout cas plus de pétrole et tout ça. Donc ça, c'est pas encore inventé. Enfin, Une ces projection de énergies, conscience du coup. ouais, les énergies, elles existent, hein, à mon avis, mais elles ne sont pas encore arrivées au niveau industriel et au public. Ouais. Mais moi, j'avais vu un film qui expliquait tout ça, enfin, ouais, qui le montrait, hein, donc ça existe. Et, et donc, la vie, là, elle est en pleine transformation. Et quand j'entends beaucoup de messages qui parlent d'effondrement, etc., de chaos, oui, parce qu'effectivement, on est dans une période de transition et il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on ne va plus faire ou qu'on ne fera plus de la même façon. Mm. Donc, dans ce sens-là, il y a un effondrement. Mais la transition et le nouveau, il est déjà là. Il y a plein de petites graines de tout ça, Ouais. de façon de vivre plus en respect avec la nature, de moins consommer. Tout ça, c'est déjà là, quoi. On est, Ben on, on oui. est en train de prendre conscience de ça. Et tu vois, peut-être que l'augmentation des prix, là, l'inflation liée à la guerre en Ukraine, ça freine les gens sur les dépenses, la consommation. Bah, peut-être que c'est un bienfait. Ben Peut-être oui. qu'on va dire dans 6 mois, comme on a dit avec le Covid, finalement, c'est pas si dramatique que ça parce qu'on a tous appris plein de trucs de cette crise-là.
Et puis, on s'est rendu compte qu'on était bien chez nous ou qu'on avait besoin de changer de lieu de vie. Donc, finalement, c'est positif. Tu reviens à l'essentiel, hein, au Ouais, final. ouais. Mm. Donc Et là, ouais, c'est vraiment les gens comme ouais. toi, c'est vraiment des gens qui ont la capacité de s'autoriser à vivre comme ils ont envie au plus profond. Et donc, il ne faut surtout pas abîmer ça. Fais-le parce que tu inspires d'autres gens. Comme toi, tu t'autorises à le faire, eux, tu leur permets de s'autoriser à le faire aussi, tu vois. Et Mm. peut-être que, on va parler de mode, ça devient une mode. Non, ça va devenir un mode de vie. Mm. C'est ça, hein. Ouais. Il y en a de plus en plus, hein. Avant, tu n'en parlais pas beaucoup de ça. Et puis maintenant, il y en a un peu partout, hein. Ouais. Mais tu vois, dans le mouvement aussi, il y a le fait de, dès que moi je m'installe quelque part, j'ai été propriétaire d'une maison, parce qu'avec mon mari, on a fait une maison passive, une maison de climatique. Dès que tu fondes une famille, etc., tu as tendance à te fossiliser, j'allais dire. Enfin, il y a une forme d'inertie, tu vois, qui se Oui, présente. ouais. Et dès que tu as des choses que tu possèdes, tu dois les entretenir. Et ça te prend de l'énergie. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus envie de ça. Ils n'ont plus envie Mm. de passer leur temps à réparer le portail, à changer le robinet, à faire réparer la Mm. fenêtre et tout ça. Ils n'ont plus envie de ça. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens, hein. Bah, Soit tu on vois, là, mutualise. en parlant de ça, enfin, l'année dernière, moi, je voulais acheter une petite maison et on avait failli signer et au dernier moment, on a dit non. On s'est dit non, on le fait pas. Et quand je suis rentrée dans la maison, j'ai reçu tout de suite, dans 5 ans, tu vas bouger. J'ai fait bon, bah écoute, alors autant rester en location et puis après, on verra ce qu'on aura comme alternative à ce moment-là. Tu sais, ça se trouve, ça sera une tiny house ou ça sera quelqu'un qui va nous louer un hébergement atypique. On verra, tu vois. Donc, Mhm. faut se laisser vivre et Ouais, pas se prendre la tête, je pense. ben voilà. Et ouais, tu peux sauter directement sur le truc d'après, quoi. Parce que c'est Mm. pas forcément essentiel de passer par la case propriétaire de ma petite maison pour. Ouais, ouais, ouais. Mais je te dis, je pense que ces nouveaux habitats, les tiny houses, les maisons pop-up et tout ça, euh, on n'en est qu'au début là. Et une Ouais. fois que ça va être en place, bah, ça va ouvrir plein de champs de possibles euh, dans le mode de vie. Si on n'est plus propriétaire et qu'on accepte de bouger régulièrement, bah, c'est génial aussi, tu vois, parce que Bah oui. on s'installe pas nulle part, mais du coup, on vit avec le minimum. Mm. Parce C'est ça. que qu'est-ce qui fait qu'on consomme? C'est parce que tu as de la place chez toi ou parce que tu sais que tu es installé quelque part. Donc, voilà, t'achètes, t'achètes, t'achètes. Mais si Mm. tu vis en te disant je déménage tous les ans, tu vas pas acheter autant de trucs, hein. Bah Tu non, vas, bah, tu vas enfin, vivre avec ce dont tu as besoin vraiment. tu viens chez moi, il y a 2 couverts, enfin 4 couverts, 4 chaises. À force de faire les cartons, bah, tu te dis, c'est bon, hein. Vaut mieux peut-être déplacer la maison et puis ça sera plus simple. Ouais, Mm. mais ouais, c'est ça. Mais bon, on n'a pas besoin je pense, des 2 tiers de ce qu'on a chez nous, hein. Et je Bah parle oui. pour moi aussi, hein. Mm. Donc, enfin, là, moi, avec le temps, maintenant, j'ai limité. Je limite vraiment. Ben, écoute, je voulais savoir si ce que tu proposes là, tu proposes encore les coachings, mais tu as écrit des livres. Ouais, Il me semble Vivre simplement en 2005, ouais, En quête de soi en 2013, et le tout dernier là, c'est celui-ci, hein, ouais. Éveil et ascension. Éveil et ascension. Donc, Donc, celui-là, c'est un bébé du confinement. Merci le confinement. Donc, il est sorti début 2021. Et bah, il y a vraiment plein de clés pour se réapproprier, enfin, ou découvrir sa souveraineté à partir de choses qu'on a déjà en nous, comme justement l'amour, la conscience, le libre arbitre. Tu vois, donc je vais en profondeur découvrir ce que c'est ça et comment ça se manifeste en moi, comment je peux le découvrir, lui donner plus de place et l'utiliser de la bonne façon, quoi.
Et la Et connaissance de soi, oui. Comme on ouais, disait au tout début pour le thème avec les femmes qui doivent se reconnecter à elles, à apprendre à se connaître, je pense que ouais, c'est quand même un bel outil. Et honnêtement, il est écrit très, très simplement, c'est direct, c'est facile à lire. Moi, c'est ce que j'aime en fait, hein. mm, Quand c'est pas trop, il n'y a pas trop de fioriture, ouais. c'est tout en douceur et enfin, clair, simple, précis. Ouais, merci. Ouais. J'aime bien aller droit au but, tu vois, parce Ouais. il y a eu beaucoup de choses dans le développement personnel, il y a beaucoup de choses dans la spiritualité, il y a beaucoup d'illusions dans les deux. Et Mm. comme j'ai fait un parcours, bah, j'essaye de témoigner et de restituer vraiment l'essentiel pour pas qu'on perde de temps, parce que, Ouais. voilà, pour pas se perdre surtout. Mm. Et Mm. puis bah là, je suis en train d'en faire un autre qui sera plus petit que celui-ci, mais qui sera un focus justement sur les croyances limitantes et toutes ces programmations, ces illusions, ces conditionnements qui nous manipulent sans qu'on s'en rende compte. Et Mm. ce sera vraiment aussi un outil de connaissance de soi. J'ai commencé à en parler dans Éveil et Ascension, surtout dans Mm. le quatrième chapitre sur les émotions, les blessures et découvrir ce que c'est pour plus être sous emprise de ça, pour pouvoir inverser le truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis consciente de ce que c'est et de comment je fonctionne, je Mm. peux le repérer plus facilement et je peux arrêter d'être contrôlée par tout ça. D'accord. C'est ça la Mm. souveraineté. Bon. Donc voilà. En tout cas, bah, je te remercie. Si tu veux ajouter quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire pendant l'interview. Merci de m'avoir permis de partager ça avec toi, avec vous tous, parce que c'est toujours mieux quand on est deux pour parler que les Ah vidéos oui. toutes seules. Et puis, allez-y à fond, inventez votre vie Mm. à partir de ce qui vous inspire vraiment. Et puis, n'hésitez pas à respecter ce qui vibre à l'intérieur de vous tel que c'est, même si c'est différent de ce qui vous entoure, de la société, de vos amis, de votre famille. Allez-y à fond et apprenez à vous connaître. Voilà, Mm. c'est vraiment ça le point commun en fait dans tout ce qu'on a pu dire Ouais. là aujourd'hui. Bah, merci beaucoup à toi, Coralie. De toute façon, Avec je plaisir. mettrai toutes les informations de Coralie sous la vidéo dans la description de la vidéo de YouTube. Pour ceux qui m'envoient des mails qui ne savent pas où c'est en général à côté du titre, vous avez une petite flèche, vous avez juste à cliquer dessus, ça va faire un déroulé. Donc, je mettrai ton site internet, ta chaîne YouTube, le lien aussi pour aller directement à tes livres et puis voilà, vous pourrez lui laisser des commentaires et n'hésitez pas à la contacter. Elle est super. Merci à tous. On se retrouve Merci Chantal. À pour une bientôt. nouvelle vidéo et puis Ouais. à très bientôt. Merci Bye bye. Coralie.